Troisième numéro du Club de la Presse pour cette saison. Merci de nous rejoindre sur TV78 et Radio Sensation. À mes côtés pour revenir sur l'actualité des Yvelines ce mois-ci, Alexandre Marquet pour toutes les nouvelles et 78actu.fr et Nicolas Kirillovitz pour Radio Sensation 98.4. Bonjour à vous deux. Bonjour. Au cours de l'émission, Nouradine Agne de Marmite FM nous rejoindra également. Et puis, vous l'avez aperçu, deux invités vont nous accompagner pendant ces premières minutes, pendant cette première partie d'émission. Joséphine Coleman-Berger, la maire de Plaisir, et Sonia Brault, la maire de Saint-Cyr-l'École. Bonjour à vous deux. Bonjour. Et merci de participer à ce Club de la Presse. Au programme aujourd'hui, le gouvernement a assuré que 1% des 100 milliards d'euros prévus par le plan de relance seraient destinés aux quartiers défavorisés après l'appel d'une centaine d'élus. Pour autant, ces derniers sont-ils rassurés ? Les petits commerces ouvrent leurs portes à nouveau, mais vont-ils sauver leur Noël ? Quelques éléments de réponse à suivre. Nous évoquerons aussi la situation des restaurateurs, toujours dans l'attente. Et puis, qui sont les Yvelinoises et les Yvelinois du mois politique, sportifs, entrepreneurs, leur nom à la fin de l'émission. Quelques sujets également qui feront la une de l'actualité dans les Yvelines dans les prochains jours. Nous en parlerons également. Il sera question entre autres de la 5G et puis de l'ancien préfet des Yvelines aujourd'hui devant la justice. Le 14 novembre dernier, près de 150 maires de France signaient une tribune à destination du gouvernement. Ces élus demandaient qu'1% du plan de relance soit dirigé vers les quartiers prioritaires de la politique de la ville, soit la somme d'1 milliard d'euros. Joséphine Coleman-Berger, Sonia Brault, vous faites partie de ces élus signataires. Jean Castex a répondu favorablement, il semble, à cette demande. Est-ce que déjà ça vous semble satisfaisant dans un premier temps ? On va commencer avec vous, Joséphine Coleman-Berger, et puis Sonia Brault ensuite. Écoutez, j'ai entendu la proposition, satisfaisant, on verra bien. Moi, j'ai besoin d'action, j'ai besoin de choses concrètes. Je ne dis pas que je n'ai pas confiance, mais en tout cas, aujourd'hui, nous, on a fait toute une liste de propositions et des attentes qui sont concrètes, puisqu'on est au plus proche de la population. On a quand même l'habitude d'être sur le terrain. C'est un petit peu ce qui nous pose problème avec le gouvernement actuel, c'est qu'on est très très loin d'eux et eux très très loin de nous. Donc à partir de ce moment-là, oui, pourquoi pas, on a entendu qu'il pouvait y avoir ce rapprochement avec nous, et bien on attend des actes maintenant. Sonia Brault. Je crois qu'on se rejoint dans l'analyse. On est ravis d'avoir entendu que Monsieur le Premier ministre s'engageait sur ces 1%. On attend de le voir écrit dans la loi des finances. Voilà, une question assez pragmatique. Quand c'est écrit, c'est mieux. Et on sera très attentif aussi à ce que, en effet, les quartiers en politique de la ville soient bénéficiaires, mais aussi tous les autres, tous ceux qui vont basculer eu égard à cette situation. Dans ma commune, sur Saint-Cyr-l'École, par exemple, nous étions quartier prioritaire jusqu'à la dernière réforme. Nous ne le sommes plus. Nous avons 37% de logements sociaux avec on va dire on est à peu près à 2% au-dessus de la moyenne nationale dans les villes de même strate de personnes, 2% en dessous, bénéficiant d'aide sociale. C'est-à-dire qu'en fait, chez nous, il y avait des travailleurs pauvres. Et ces travailleurs pauvres, ce sont les premiers touchés par la crise. Ce sont tous ces emplois précaires qui ont basculé et qui aujourd'hui, tombent dans une situation fort compliquée. Donc voilà, on sera très très attentif à ce que ces personnes ne soient pas oubliées. Nicolas et Alexandre, n'hésitez pas à intervenir également si vous le souhaitez. Oui, concrètement, cet argent pourrait aller où dans vos différents quartiers, par exemple à Plaisir ou à Saint-Cyr-l'École ? En ce qui concerne Plaisir, vous savez que nous, on a un quartier politique de la ville qui est accompagné aujourd'hui par l'ANRU. Donc, il y a beaucoup de démarches qui sont en cours, des reconstructions, des démolitions, reconstructions. Au niveau de la sécurité, il y a un vrai travail à mettre en place. On a toute une série d'actions, bien sûr, au sein de notre collectivité par le biais de la police municipale, et surtout avec nos médiateurs qui sont complètement pris en charge par la collectivité. Donc, on a besoin de ces appuis-là qui sont des appuis de médiation, des appuis d'anticipation. Avant même de régler les problèmes de sécurité, il faut anticiper. Donc, on a un vrai besoin d'accompagnement à ce niveau-là. On a un besoin d'accompagnement aussi par rapport à tout ce qui est structure, équipement culturel. La culture et le sport sont des choses indispensables aujourd'hui. Et puis l'emploi. Alors Plaisir
Nous, on a peu de chômage sur Plaisir, certes, mais dans le quartier de la politique de la ville, je rejoins ma collègue Sonia Brault, qui effectivement dit que, et on le constate, qu'une paupérisation se met en place dans ces quartiers-là, et pas uniquement dans ces quartiers-là. Donc, il va y avoir dans tous les domaines, dans tous les secteurs, on a été très clair sur notre courrier, d'un besoin d'accompagnement multidisciplinaire très large par rapport à ces actions. Nous, on est prêts. Il suffit qu'on vienne nous concerter et on saura très bien comment utiliser cet argent. Ça, je vous le garantis. Sonia Brault, pour répondre aussi à la question d'Alexandre sur l'emploi et l'utilisation de cet argent ensuite. Alors, je rejoins ma collègue. En effet, je vous rassure, on est prêt. On sait quoi faire. Il y a énormément de travail sur la prévention de la délinquance. Saint-Cyr a été obligé d'abandonner, par exemple, le dispositif des éducateurs de rue. Quand ils étaient en place, on se demandait des fois à quoi ça servait. Maintenant qu'ils y sont plus, je vous rassure, on sait exactement quelles étaient leurs actions. Accompagner ces jeunes vers le retour à l'emploi, vers Pôle emploi, vers le retour à des formations, à de la qualification, c'est primordial. C'est assurer les années futures et assurer leur employabilité. Honnêtement, je pense que vraiment le défi qui se tend à nous sur les prochains mois, sur les 3 prochaines années, c'est vraiment l'emploi des jeunes, c'est vraiment le retour à l'emploi des plus précaires. Je crois que déjà, si on arrivait à être performant sur cet axe-là, on serait pas mal et on est prêt. En tous les cas, nous, les territoires, nous sommes prêts. C'est ce qui ressortait du courrier de cet appel du 14 novembre qui avait été signé par les différents maires, dont vous deux qui êtes avec nous aujourd'hui. C'est aussi cette demande de généralisation des cités éducatives, augmentation des moyens pour les associations dans la loi de finances 2021, 150 000 parcours emploi compétences plutôt que 24 000 également, ou encore l'implantation de recycleries pour booster l'économie circulaire. Voilà, quelques pistes qui avaient été lancées dans ce courrier. Nicolas également pour Radio Sensation. Oui, puisque vous évoquiez toutes les deux la paupérisation et le nécessaire retour à l'emploi des plus jeunes. Est-ce que une fois que les aides de l'État, notamment pour les entrepreneurs, pour les entreprises, seront terminées, et que la crise économique qui a suivi immédiatement la crise sanitaire se fera vraiment ressentir, et notamment dans les quartiers les plus fragiles, on le sait. Est-ce que vous craignez des tensions au sein de ces quartiers ? On avait vu quelques actualités à la fin du premier confinement. Est-ce que vous pensez que dans 3 ou 4 mois, la situation sociale pourrait exploser et qu'on pourrait avoir, alors peut-être pas une crise des banlieues comme on l'avait eu il y a une quinzaine d'années, mais en tout cas, voilà, ce type d'événement qui pourrait se reproduire. Quels sont les retours que vous avez, vous, sur le terrain ? Ce qu'on peut dire, c'est que la tension, elle est déjà là. C'est une tension que l'on ressent, mais c'est une tension qui n'est pas uniquement dans ces quartiers-là. Elle est globale. On est tous tendus. Je pense que vous l'êtes également. On est dans une situation très particulière. Donc aujourd'hui, on n'est pas sur, je dirais, une angoisse permanente, mais on se prépare à un retour de flamme, je dirais, qui ne sera que légitime. Alors, personne n'a de vraie responsabilité puisqu'on est face à une pandémie qu'on essaie justement de gérer. Mais il est clair qu'il faut qu'on se prépare à cela. Donc aujourd'hui, se préparer, c'est être proche de la population dans quelque chose d'immédiat, qui est bien sûr l'aide solidaire que l'on met en place. Je crois que tous les maires aujourd'hui ont cette démarche-là, mais on est aussi dans une proximité d'écoute, de présence, de coup de téléphone, de savoir comment les choses se passent pour pouvoir moduler et modérer tout cela, pour éviter justement qu'il y ait ce genre de crise et d'explosion. Je suis quelqu'un de très optimiste, donc je me dis qu'il n'y a pas de raison que quand on va retrouver une certaine liberté, on va dire, eh bien les choses se passent plutôt bien. Il faut qu'on soit là et il faut qu'on soit accompagné et qu'on se serre les coudes les uns les autres. Les mots employés dans le courrier qui a été signé par ces quelques 150 élus sont assez forts. Un sentiment de non-assistance à territoire en danger. Il y a une détresse sociale et économique également. Sonia Brault, sur le terrain, vous le ressentez ? Évidemment. Vous voyez, par exemple, on sait tous que dans nos territoires, on a des zones de trafic. Eh bien, quand on n'a plus d'emploi, il s'avère qu'on se tourne vers d'autres économies. Et aujourd'hui, c'est pas un sentiment, c'est palpable, c'est quantifiable. Malheureusement, concrètement, on vient de passer là, un peu plus d'un mois du deuxième confinement.
Mais moi, j'ai pas les forces de l'ordre sur mon territoire nécessaires pour aller faire ne serait-ce que des contrôles dans ces endroits-là. Et je vois de plus en plus de jeunes, de plus en plus jeunes, qui se groupent au pied des halls, qui augmentent le trafic, et je ne suis même pas en capacité d'y répondre. Dans ces halls d'immeubles, il y a ces jeunes, mais il y a aussi des gens qui habitent. Il y a aussi des gens qui ont terminé des CDD, qui se sont pas poursuivis parce que l'activité économique ne le permet pas. Je sais pas. Est-ce qu'on parle d'ambiance quand vous êtes chez vous et que régulièrement vos lumières de hall sont cassées, vos halls sont squattés, que vous osez plus prendre un chien parce qu'il faudrait aller le sortir et que c'est pas évident. Ça correspond pas forcément au mode de vie qu'on vous impose. Et qu'à côté de ça, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse parce qu'il n'y a pas de moyens. Je suis pas en train de dire que la police fait pas son travail. Je suis en train de dire qu'il n'y a pas de moyens. C'est-à-dire que nous dépendons, nous, à Saint-Cyr, du commissariat de police de Plaisir. Nous avons fait, nous, Saint-Cyr-l'École, une demande express au ministre de l'Intérieur, justement pour donner plus de moyens, parce qu'on voit bien que quand on les appelle, il y a pas les patrouilles. C'est pas, on ne veut pas venir. Il n'y a pas les patrouilles. Et ben ça, c'est compliqué. Et c'est compliqué d'expliquer à des gens qui sont déjà dans une situation descendante qu'on ne peut pas les accompagner, qu'on n'est pas en capacité de trouver des solutions. Je suis moins optimiste que ma collègue. Je suis désolée. Oui, c'est ce qu'on entend aussi. Si vous souhaitez, une fois de plus, Alexandre, pour 7-8 Actu ou Nicolas, intervenir, n'hésitez pas. J'aimerais aussi... Oui, Nicolas, allez-y. Oui, puisqu'on parlait à l'instant des moyens, Sonia Brault parlait des moyens, il y a un rapport de la Cour des comptes qui a été publié cette semaine sur les quartiers dits prioritaires, et visiblement ce que dit la Cour des comptes, alors je ne reprends pas ces mots pour moi, mais c'est pas forcément les moyens qui ne sont pas suffisants, c'est plutôt comment ils sont utilisés dans ces quartiers, et la Cour des comptes appelle parfois à une plus importante décentralisation et à voir est-ce que ça serait pas mieux que ça soit les villes qui soient en charge de tous ces fonds de la politique de la ville, plutôt que, si je ne dis pas de bêtises, mais à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est l'agglomération qui est en charge de cette politique. Là, est-ce qu'il ne faudrait pas encore plus décentraliser, que ce soit vous, les maires directement, qui aient les moyens, puisque vous connaissez bien vos quartiers, vous connaissez bien les problèmes dans chacun des quartiers, puisque les problèmes ne sont pas toujours les mêmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, vous ? On le réclame. Pour compléter, avant de vous laisser répondre, sur l'argent qui est débloqué aussi, parce qu'il y a de l'argent débloqué, les ministres et différents ministres rappellent aussi, par exemple, Elisabeth Borne, qui rappelle qu'il y a eu 6,7 milliards d'euros déjà débloqués pour la formation, l'insertion des jeunes. La ministre déléguée au logement, de son côté, évoque le programme de renouvellement urbain, qui est porté à 10 milliards d'euros. Donc de l'argent, il y en a. Est-ce qu'après, derrière, justement, pour revenir sur ce que disait Nicolas, il faut que vous ayez plus de clés en main pour mieux l'utiliser, peut-être, si jamais il était mal utilisé ? Je pense que c'est ce qu'on attend les uns et les autres. De toute façon, c'était criant dans notre courrier. On a bien dit, laissez-nous gérer. C'est important. Comme disait Sonia, nous, on est dans les halls d'immeubles, on est sur le terrain, on sait pertinemment comment les choses se passent. On rentre dans les appartements, on voit ce qui s'y passe, on travaille en relation étroite avec les bailleurs, on sait tout à fait la difficulté des uns et des autres. Pour nous, quand on parle politique de la ville, quartier en difficulté, on ne parle pas d'un amalgame, on parle de personnes, d'individus, on les voit, on les regarde, je veux dire, et c'est avec eux qu'on fonctionne. Donc c'est bien ce qu'on a réclamé dans ce courrier. Je pense que Sonia est complètement d'accord, parce qu'on l'a signé ensemble pour dire, mais on est grand, arrêtez de nous faire des procès d'intention en disant on vous donne de l'argent, vous ne savez pas quoi en faire, ou on vous donne de l'argent, on ne sait pas où il passe. C'est faux, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cet argent, certainement, il tombe, on ne sait pas très bien où et comment. Nous, on n'en a pas vraiment la possibilité du déploiement dans les bonnes actions. Laissez-nous faire. La décentralisation est quelque chose d'important. Aujourd'hui, les agglomérations font ce qu'elles peuvent, mais on se rend compte que c'est encore une fois un éloignement par rapport à ça. Donc, il y a des compétences, certainement, qui doivent être redistribuées aux collectivités et aux maires. Moi, je le dis haut et fort. Et je rejoins Sonia, mon côté optimiste est un optimisme si on nous donne la capacité de faire les choses, pas si on continue de fonctionner comme ça. Mais en tout cas, je peux vous dire que oui, décentralisons, donnons-nous, on est là, faites-nous confiance, on est là pour en prendre plein la figure, on est là pour accompagner les gens. Franchement, oui, décentralisons et on est là.
Je peux pas dire. Manque de liberté pour agir après. Alors moi j'irais même un peu plus loin. Décentralisons, donnant aux maires qui connaissent leur population, qui connaissent les personnes, les moyens d'agir, et nous faisons face à une situation qui est complètement nouvelle et qui va entraîner des détresses économiques et sociales absolument épouvantables. Ne nous bornons pas, s'il vous plaît, à une politique de la ville qui a été définie alors que ces problématiques-là n'existaient pas. Inventons-nous par rapport à une situation qui est nouvelle et soyons pragmatiques, regardons sur le terrain quelles sont les conséquences, où il y a besoin de mettre les moyens. Ne restons pas figés sur des règles qui ont été déterminées dans une situation où le Covid n'était pas là, où l'emploi était différent. Et pour ça, il n'y a pas de secret, c'est les maires. Enfin, c'est eux qui sont au contact de la population. Moi, je suis capable de vous dire point par point dans ma ville où les impacts seront les plus importants. Et je pense que Joséphine est dans le même esprit. Alexandre Nicolas, si vous souhaitez intervenir, je me tourne vers mes confrères, puisque nous arrivons à la fin de cette séquence. Une dernière question. Oui, derrière la suite, est-ce qu'au sein de ce collectif de 150 élus, il y a déjà d'autres actions qui sont prévues dans les semaines ou les mois à venir ? Des actions, je veux dire, en parallèle de ça. Vous savez, on n'a pas attendu de faire ce courrier, on n'a pas attendu que la réponse du Premier ministre arrive. Hein. Nous, on est en permanence sur le territoire et en permanence en train de faire des actions. On évoquait tout à l'heure des présences là sur des paniers solidaires parce que avec les bailleurs on a mis ça en place, parce que la ville met ça en place. On a organisé des collectes de jouets parce qu'on sait que ça va être compliqué cette année. C'est pas de la démagogie, hein, c'est du concret. On est là. Et alors la lettre est une chose qu'on a mise en place, bien sûr. On en attend les résultats et les choses efficaces. Et puis, nous on est déjà en action depuis le mois de mars l'année dernière. Qui a été présent au premier confinement ? C'est bien nous, c'est bien les maires. Les masques, qui s'en est occupé ? Qui a distribué ? C'est les maires. Soyons très très clairs là-dessus. Donc oui, on fait des courriers, on appelle au gouvernement, on leur dit qu'on est là, mais en attendant, on avance. On n'est pas là assis dans nos sabots pour rien faire. Hein. On est tous présents sur le territoire. Vraiment. Joséphine Colmatzberger, Sonia Brault, merci à vous d'avoir participé à ce club de la presse, d'avoir répondu à mes collègues et à TV78 pour les médias locaux. Je rappelle que donc vous faites partie des signataires de ce courrier avec plus de 150 élus de France pour demander plus d'aide pour les quartiers les plus en difficulté en raison de cette crise sanitaire et économique aujourd'hui. Merci à vous deux. Nous allons parcourir avec les médias locaux les autres sujets à la une. De retour sur le plateau de TV78, toujours avec Alexandre Marquet pour toutes les nouvelles et 78actu.fr, Nicolas Kirillovitz pour Radio Sensation et également Nouradine Agne pour Marmite FM. Bonjour Nouradine. Bonjour Wilfried. Bonjour également à Mickaël Elmidoro pour TV78. Bonjour, bienvenue Wilfried. En plateau. Dans le reste de l'actualité, ce mois-ci, les petits commerces vont-ils sauver leur Noël ? Libraires, artisans réclamer la possibilité d'ouvrir. C'est maintenant chose faite. Est-ce trop tard avant de faire un premier état des lieux ? Écoutez, ce micro-trottoir, Patrick Jacques de Dixmude est allé vous demander si vous alliez faire vos courses de fin d'année chez vos commerçants locaux. J'essaye de faire du click and collect ou bien d'aller maintenant que les magasins sont ouverts, d'aller dans les magasins, oui. J'ai attendu que les magasins rouvrent. Parce qu'il faut faire vivre les petits commerces, hein. On en a besoin. J'achète jamais en ligne, à part si je fais faire des livraisons, mais pour le commerce. Sinon, je privilégie bien sûr tous les petits commerçants, je suis primeur. Je pense que les gens vont acheter plus en ligne, hein, parce que comme on ne pouvait pas se déplacer, beaucoup de commerces étaient fermés. Ce qui a changé, c'est qu'on a tout commandé en ligne, puis on ne sait pas vraiment si ça va arriver avant le 24 décembre. Pour moi, c'est un peu plus important pour les commerces de proximité parce qu'on sait que leur survie, elle en dépend. Donc je vais penser à eux aussi pour ça, bien sûr. Quitte à mettre un petit peu plus cher s'il faut, c'est important pour moi, oui. Pour faire travailler les commerces qui sont à proximité de chez moi, voilà. Pourquoi aller plus loin ? Ces commerces non essentiels qui maintenant sont ouverts, ils n'auront que peu de temps pour réaliser leur chiffre d'affaires les uns les autres. Est-ce que vous avez rencontré des commerçants qui sont inquiets en ce moment ? Alexandre, peut-être ? Oui, ce qu'on peut dire, c'est que l'année 2020 sera, quoi qu'il arrive, une année catastrophique pour les commerces en termes de chiffre d'affaires. L'objectif pour tous maintenant, c'est de limiter la casse.
Donc il y a une dame qui parlait notamment du click and collect, ça a permis justement de limiter un peu la casse et de garder le lien avec le client, mais est-ce que ça suffira? Ça c'est une autre question. Il y a le premier week-end de réouverture qui a été plutôt bon, ce qui prouve que les Français n'ont pas reporté tous leurs achats vers la vente en ligne. Maintenant, il faut voir, il leur reste 3 week-ends pour sauver leur fête. Et puis quelquefois, il y a des initiatives plus ou moins originales qui peuvent voir le jour, des commerçants qui tentent d'attirer les clients de cette manière-là. Vous allez avoir recours aux commerces locaux? Je vais faire un petit sondage parmi les journalistes qui sont là. C'est une bonne question, Wilfried. Oui, effectivement. Alors pour moi, c'était déjà le cas. Je privilégiais en général les commerces locaux. Mais comme disait à l'instant Alexandre, c'est vrai que, je crois que vendredi, là, c'est le Black Friday, voilà, le vendredi noir. C'est marrant, quand on traduit en français, c'est plus inquiétant qu'autre chose. Mais bon, en tout cas, c'est le Black Friday qui a été décalé au 4 décembre, donc pour essayer d'aider aussi les commerces, et y compris les commerces locaux. Mais je suis pas sûr que ça profite vraiment beaucoup aux commerces locaux. J'ai l'impression que le Black Friday profite quand même plus aux commerces en ligne. Donc va falloir voir si les Françaises, les Français vont réussir en tout cas à changer un petit peu leurs habitudes pour vraiment se diriger vers les commerces locaux. Même si c'est déjà le cas, il y a un attachement fort quand même aux commerces locaux, mais bon, contre les grands commerces en ligne, voilà, est-ce que la concurrence est vraiment loyale? Voilà, ça c'est la question qu'on peut se poser. Mickaël. Oui, je vais rebondir justement sur ce que vient de dire Nouradine. J'ai appelé notamment à Versailles pour caler des sujets à Versailles pour le Black Friday justement, et aucun commerce local ne fait le Black Friday parce qu'ils auraient perdu entre 30 et 60% de chiffre d'affaires sur l'année. Du coup, ils ne veulent absolument pas faire de rabais du coup sur ces 3 jours. Ils estiment que le prix est juste. Dans un commerce local, le prix serait plus juste peut-être que dans la grande distribution. Et du coup, il n'y aura pas de Black Friday à Versailles, notamment dans les commerces de proximité. On peut préciser aussi que la période des soldes a été décalée, ça a été annoncé aussi ce vendredi matin. Du côté des libraires aussi, Nicolas Kirillovitz pour Radio Sensation, vous avez fait un petit point aussi il y a quelques jours avec les libraires. C'est ça, tout à fait, puisque vous n'êtes pas sans savoir que les locaux de la radio se trouvent à Elancourt, place du Commerce, juste à côté du pavé dans la Mare. Donc on en a profité pour faire l'interview du directeur du pavé dans la Mare, Michel Fourel. On l'a reçu en plateau pour lui demander comment s'étaient passés ces premiers jours depuis le déconfinement des petits commerces, et puis quelles sont les perspectives pour Noël. Vous allez voir, il va nous parler d'inquiétude aussi au moment où la foule va être plus importante dans ces locaux, et on peut l'écouter, je pense. On a la chance d'avoir une surface importante quand même, donc on a une capacité d'accueil de 35 personnes. À ce jour, on peut dire que ça circule. Dans les jours à venir, plus on va se rapprocher de la date de Noël, et plus ça va devenir compliqué, en effet. On sent bien qu'il va falloir qu'il y ait une file d'attente à l'extérieur, malheureusement. Parce que Noël, c'est une grosse période. Est-ce que vous n'avez pas peur justement? Grosse période. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas peur justement que finalement les gens fuient un petit peu, mais que ce soit les librairies ou même les autres petits commerces pour aller finalement sur Internet? Ah oui et non, je pense que les deux sont possibles, mais on a un tel soutien quand même de notre clientèle que je pense ils vont anticiper. Il y a cet attachement, malgré tout, aussi des uns et des autres. Alors, petits commerces et les libraires sont assez emblématiques là-dessus. Alors, certains des commerces sont ouverts, d'autres toujours pas. Ils vont devoir attendre fin décembre, voire même encore en janvier. On peut penser aux restaurateurs. Là aussi, je vais vous laisser encore la parole, Nicolas. Vous aviez fait le point avec le secteur hôtelier. Oui, avec un représentant de l'UMI, donc le syndicat qui représente l'ensemble des professionnels du secteur. On les avait reçus dans une émission spéciale juste avant l'allocution du président de la République mardi dernier. On savait déjà, même avant l'allocution, que pour eux, il n'y aurait pas de perspective à court terme de réouverture. On l'a interrogé notamment précisément sur une étude que l'UMI avait réalisée et qui indiquait que près des 2 tiers selon eux des restaurateurs risquent la fermeture d'ici la fin du confinement, une fois que cette crise sera vraiment passée. Alors on lui a demandé qu'en était-il vraiment de ces chiffres.
Selon une étude de l'UMI, la crise du coronavirus pourrait entraîner la fermeture de 2 établissements sur 3 dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. 2 sur 3, c'est quand même impressionnant. Est-ce qu'à la fin de cette crise, 66% des restaurants vont fermer vraiment ? Alors au moins 50%. Et je voudrais quand même vous attirer votre attention sur le fait que nous n'avons pas d'étrangers actuellement et que même les hôtels ont complètement fermé. J'ai des petits hôtels avec une quinzaine de chambres en tant qu'adhérents qui ont complètement fermé, jeté l'éponge parce que la saison a été très mauvaise, que les comptes, on est sur des trésoreries qui sont à flux tendu, on n'est même pas capable de les aider correctement. Et on se retrouve avec, on aura au moins 50% de fermeture. Certains restaurateurs, pendant ces périodes difficiles, ont aussi fait le choix de la vente à emporter, avec des fortunes diverses aussi, en fonction de la position géographique, principalement des différents établissements. Prenons un exemple concret aussi, Nouradine, pour Radio Marmite. Vous avez rencontré un restaurateur installé sur Trappes. Oui, effectivement. Il est à Montigny, Wilfried, il n'est pas à Trappes. Damien, donc le resto Cocorico. Mais effectivement, il fait partie de ces nombreux restaurateurs qui ont investi de leur personne, de leur argent pour monter un commerce et qui se voient dans la difficulté, notamment avec l'annonce qui repoussait jusqu'au 20 janvier l'ouverture des restaurants. Et on va écouter un petit bout de son témoignage où il réagit justement juste au lendemain de l'annonce du président. À vrai dire, on s'y attendait un petit peu. Les annonces qu'on avait, les plus récentes, nous annonçaient déjà qu'on serait sans doute fermé au mois de décembre, donc c'est pas forcément une surprise. Ouais. Une mauvaise nouvelle, oui, mais pas une surprise. Depuis l'annonce du second confinement et donc les fermetures des restaurants, vous êtes remis, parce que vous l'aviez déjà commencé, à la vente à emporter et la livraison. Est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est suffisant pour faire survivre, si je puis dire, le restaurant ? Non, c'est pas suffisant. Le but vraiment de la vente à emporter, du moins de mon côté, c'est aujourd'hui de garder un lien avec les clients, de pas fermer et de continuer à se battre. Maintenant, le chiffre d'affaires que ça représente est vraiment minime. On avait déjà fait le test au premier confinement, donc on sait aujourd'hui sur quel service la vente emportée peut être rentable. Donc moi aujourd'hui, j'ai choisi d'ouvrir uniquement 4 jours et 4 soirs plus précisément, donc du mercredi soir au samedi soir, qui sont les services où on a du moins le plus de commandes et ce qui nous permet de rentabiliser un maximum l'ouverture, parce qu'il nous faut quand même des salariés et puis un ensemble de mise en place pour réaliser les services. Voilà pour cet exemple de ce restaurateur situé à Montigny, le Bretonneux, donc je reprends ce que je disais tout à l'heure. Fortune diverse pour les restaurateurs, là aussi, du côté des nouvelles, 7-8 actus, vous en avez rencontré quelques-uns aussi sur le terrain qui sont en difficulté aujourd'hui ou qui arrivent malgré tout à survivre ? Oui, moi j'ai rencontré le responsable du resto des Templiers à Elancourt, un resto gastronomique. Et lui, en l'occurrence, par exemple, il peut pas faire de vente à emporter parce que avec un ticket moyen à 55 €, c'est inenvisageable et ça lui ferait des charges trop importantes. Ce qu'on peut dire, c'est que les restaurants sont les grands perdants de ce deuxième confinement parce qu'en tout, ils me disaient qu'ils seront restés fermés si jamais ils réouvrent le 20 janvier, ils seront restés fermés plus de 6 mois dans l'année, sur l'année cumulée. Et que les mois où ils ont été ouverts, ça a été les mois d'été qui sont les mois les moins importants pour eux. Et ils se retrouvent à être fermés, par exemple, en novembre, décembre, janvier, où ils réalisent 30% de leur chiffre d'affaires annuel. Donc, ils risquent d'avoir des gros dégâts pour ceux qui n'ont pas fait une trésorerie, qui n'ont pas mis une trésorerie de côté et qui auront beaucoup de mal à s'en remettre, je pense. On parle des restaurateurs, il y a les salles de sport également. Et là, je me tourne vers Mickaël parce que non pas c'est un adepte des salles des sports, comme tout le monde le sait bien sûr, mais aussi parce qu'il s'occupe du secteur des sports pour TV78. Voilà, plus du secteur des sports que du sport en lui-même. Mickaël, du côté des salles de sport aussi, il y a une vraie inquiétude. Vraie inquiétude du côté des salles de sport. Elles ne devraient pas rouvrir avant fin janvier également. Mais par contre, on peut quand même faire du sport. Je sais, c'est un petit peu étonnant. On peut faire du sport sur ordonnance notamment. Je suis allé il n'y a pas si longtemps que ça dans la salle The Machine à Guyancourt. Dans cette salle-là, il y avait environ, je ne sais pas, entre 30 et 50 personnes qui faisaient du sport ce jour-là.
Bien sûr, je me suis questionné, je me suis demandé pourquoi il y avait autant de personnes dans cette salle de spa. On m'a expliqué que c'était sur ordonnance. Donc si on a mal au dos, par exemple, si on a envie de se changer les idées, on va dire, avec le télétravail, on peut faire du sport si le médecin le recommande. Alors un des exemples pour essayer de survivre un peu aussi pour ces salles et ce secteur économique aussi qui en a besoin. Je propose qu'on laisse de côté cette thématique à présent pour poursuivre ce club de la presse. Nous allons parler des personnalités du mois. Les journalistes des médias locaux des Yvelines vont nous livrer leur choix pour ce mois-ci. Notre rubrique personnalité du mois à présent, connue ou dans l'ombre, ils ou elles ont pour point commun d'avoir fait l'actualité ces dernières semaines dans les Yvelines. On va commencer avec vous, Nicolas, pour Radio Sensation. Qui avez-vous retenu? Il est plutôt question pour vous de saluer le travail des associations, justement, sur le terrain. Oui, tout à fait, parce qu'on parle souvent de cette crise et des difficultés pour chacun d'entre nous à y faire face. Et on a peut-être tendance parfois à oublier que c'est encore plus dur quand on est déjà de base dans la difficulté économique, sociale. Et voilà, on tenait à saluer à Radio Sensation l'action de toutes ces associations qui y travaillent. Il y a la Croix-Rouge, parmi les plus importantes, il y a la Croix-Rouge, il y a les Restos du Cœur, qui, on le sait, ont lancé leur campagne d'hiver il y a peu de temps. Et puis, il y a aussi la protection civile. Nous, on a reçu, lors de l'émission spéciale dont je vous parlais juste avant, il y a une semaine, on a reçu le responsable de la communication de la Fédération nationale de la protection civile qui nous parlait de ces actions du terrain qui s'étaient forcément développées ces dernières semaines puisqu'il n'était plus en charge des événements sportifs, notamment qui sont à l'arrêt, tout le monde le sait, et donc qui avaient réorienté nombreuses de leurs actions vers les plus précaires et les plus fragiles. La protection civile a réenclenché sa plateforme d'appel qui s'appelle Solidaritel. Donc c'est une plateforme où tout le monde peut se porter volontaire, appelant volontaire. Et en fait, vous avez une connexion Internet qui vous donne le contact de personnes à appeler qui sont seules, fragiles et vulnérables. Aussi pour faire du lien social, tout simplement, parler un petit peu de la pluie, du beau temps, de qu'est-ce qu'elles font de leur quotidien, casser la routine. Et puis, ça peut détecter des situations très difficiles, des plateaux repas qui sont plus livrés, des infirmières qui ne peuvent plus venir parce qu'elles ont le Covid ou des choses comme ça. Et nous, on va pouvoir enclencher derrière des actions pour corriger et éviter qu'il y ait des drames qui se produisent. Nouradine, de votre côté, pour Marmite, ce n'est pas une personnalité, des personnalités, une famille. Oui, tout à fait. Bon, on peut dire que c'est les héritiers des 4 filles du docteur March. Alors, c'est pas un docteur, le papa ni la maman, mais la famille Sall, c'est 5 filles, 1 garçon. Et ils ont décidé de lancer au début du mois de septembre un service de traiteur. Et c'est vrai que c'était alors là, je les ai découverts. Alors, la plupart vivent à Saint-Quentin en Yvelines. Il y a une personne qui vit un petit peu plus loin. Mais voilà, donc cette histoire de famille, je l'ai trouvée. Alors, il s'appelle Salise Gourmandise. Et voilà, ils se sont retroussés les manches pendant le confinement, décidé de créer des choses, de créer surtout autour de la pâtisserie et puis des petits mets salés. J'en ai l'eau à la bouche, hein, vous voyez Wilfried quand j'en parle. Et voilà, du coup, c'était pour vraiment un petit coup de cœur et mettre en avant aussi celles et ceux qui ont décidé, malgré le confinement, de lancer des choses. Et puis ça marche, le bouche à oreille commence à bien marcher. Et puis voilà, c'était un petit clin d'œil pour cette entreprise familiale. Je vous laisse redonner le nom de cette entreprise. Donc, Salise Gourmandise. Et sur Marmite FM, vous pourrez retrouver dès la semaine prochaine l'interview de Fatima Sall, Fatima qu'on appelle aussi Dié, qui est une des co-fondatrices de Salise Gourmandise. On parle de sport, on passe de la nourriture au sport depuis tout à l'heure, on passe au sport. C'est plutôt bien, c'est complémentaire. C'est un sportif yvelinois justement qui fait parler de lui ce mois-ci, Mickaël. Oui, tout à fait, Wilfried. Je vais vous parler de Louis Burton. Le skipper est actuellement 2e sur le Vendée Globe 2020, ce qui n'est pas rien. Il vient de passer le cap de Bonne-Espérance. Pour moi, Louis Burton est vraiment une personnalité marquante du département. Le navigateur a grandi à la Selle-les-Bordes, à côté de Rambouillet. Il passait également beaucoup de temps à Maurepas dans sa jeunesse. En parallèle, il pratiquait la voile en Bretagne avec sa famille. Aujourd'hui, il est à 35 ans l'un des meilleurs skippers de la flotte. Avec Bureau Vallée, il a participé à toutes les grandes courses au large, 2 participations à la Route du Rhum, 5 participations à la Transat Jacques Vabre et surtout le Vendée Globe à 3 reprises. La première fois, l'expérience a tourné court. Il avait percuté un chalutier après quelques jours de course. En 2016, il avait cette fois-ci validé une très belle 7e place. Son palmarès n'est pas encore flamboyant, mais son nouveau bateau, Bureau Vallée 2, pourrait lui permettre de terminer sur le podium. Mais attention, un Vendée Globe, c'est long et les conditions climatiques peuvent être extrêmes, comme l'atteste cette vidéo.
là, c'est bien de bateau et tout. Waouh. Sacré poteau noir quand même, hein. Prends ça avec le sourire et avec tellement de philosophie. Moi, j'aurais un petit peu peur à oui, sa place. C'est sa meilleure position. C'est sa meilleure position sur toute sa carrière pour l'instant. Il est deuxième actuellement. Alors, une tempête qui ne l'a pas... Comment ? Je disais que c'était un drôle de confinement, là, pour le coup. Oui, c'est ça. Lui, il a choisi d'être confiné dans la tempête au milieu de l'océan. Alors une tempête en tout cas qui ne l'a pas empêché d'être aujourd'hui à la deuxième place juste derrière Charlie Dalin. Le navigateur a passé le cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique à bord de son IMOCA Bureau Vallée 2 et fait cap sur l'Australie. Louis Burton c'est également quelqu'un de classe, un gentleman, en témoigne cette vidéo enregistrée cette semaine. Il revient notamment sur le sauvetage de Kevin Escoffier par Jean Le Cam et Kevin Escoffier qui est le cousin par alliance de Louis Burton. On écoute sa réaction. Grosse pensée pour Kevin. On a eu très peur. C'était une nuit d'angoisse absolue. Alors j'imagine que pour toi, mon pote, pour toi Jean, pour les autres bateaux qui étaient autour, ça a dû être l'enfer. Voilà, c'est juste pour dire que j'ai beaucoup pensé à vous. Un grand bravo Jean. La classe. Kevin, t'as assuré comme d'habitude. Voilà, c'est cool. Ça, c'est une histoire qui se termine bien. Donc, prends soin de toi. Rentre vite retrouver les tiens. Et puis, c'est dommage que tu sois plus sur la course parce que c'était vraiment cool de se tirer la bourre avec toi. Oh les cœurs, ciao! On a hâte en tout cas de savoir si Louis Burton va finir deuxième ou si tout simplement il va finir ce Vendée Globe parce que ce n'est pas simple. Et vous en êtes où vous du Vendée Globe ? Vendée Globe, je suis 200 millième sur Virtual Regatta, mais je ne perds pas espoir également. Je ne sais pas comment ça se passe dans vos rédactions les uns et les autres sur Radio Sensation, Marmite ou 7-8 Actu, mais il y a compétition virtuelle au sein de la rédaction à TV78. On peut vous inviter également. Si vous souhaitez les rejoindre. Il y a une autre personne. Vous n'avez pas le temps pour ça, c'est ça ? Il y a une autre actualité, un autre personnage sur lequel nous souhaitions revenir, et vous plus particulièrement aussi, Alexandre, c'est votre personnalité du mois, de personnalité politique aussi, parce qu'il a, alors s'il n'était plus en activité depuis quelques années déjà, il a fortement marqué le département et Saint-Quentin en Yvelines. Oui, une fois qu'il n'est pas coutume, je voulais parler d'un homme politique, c'était Pierre Sélincourt, que j'ai un peu connu à l'époque où il était maire. C'était une grande figure historique de la Verrière et de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il avait été maire PCF de 1983 à 2012 de la ville avant de passer la main à Alain Ajache pour des raisons de santé. Durant 29 ans, il a transformé sa ville avec la réhabilitation des 2 cités HLM, la rénovation de la mairie, la création de la médiathèque Aimé Césaire. Il s'est battu aussi pendant des années pour le prolongement de la 12 avec le maire de Cognères de l'époque, Henri Pailleux, en 20. Et au-delà de ça, humainement, c'était un vrai personnage à de très grande taille, très cultivé, qui avait été d'ailleurs vice-président de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines en charge de la culture. Et puis, ceux qui l'ont connu, je ne sais pas si vous avez déjà couvert des reportages avec lui à l'époque, mais ses discours, c'était toujours quelque chose, quoi. C'était des discours de 2-3 heures dignes de Fidel Castro. Oui, c'est ce que j'allais dire, effectivement, pour rebondir à ça, parce que c'est ce qui me vient aussi en tête, et pour justement tout dire, moi, étant arrivé ici en 2000-2002 au sein de la rédaction de TV78, l'une des premières communes que j'ai eu à suivre était celle de la Verrière. J'ai vite compris pourquoi on mettait le petit nouveau sur la commune de la Verrière. C'était un peu le bizutage que de suivre les conseils municipaux ou les discours du Nouvel An, de fin d'année, de vœux du maire Pierre Sélincourt qui duraient de nombreuses heures. Oui, il en rigolait lui-même à la fin. Et s'en fiche, hein. Et s'en fiche, hein. Oui, il en rigolait lui-même, c'était une blague. Et donc, il fait partie de cette génération de maires de Saint-Quentin-en-Yvelines qui ont participé au développement de l'agglomération, comme Roland Nados à Guyancourt, Nicolas Abou à Montigny ou Guy Malanda à Trappes. Qui font partie de ces figures de cette agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous passons à notre dernière séquence pour ce club de la presse, bientôt à la une.
Comme chaque mois, nous nous penchons à présent sur les sujets qui seront bientôt à la une des différents médias locaux du département. Alexandre, on reste avec vous pour 78actu.fr, les nouvelles. Il sera question d'un sujet assez inquiétant pour le coup, la 5G, le développement de la 5G et ce qui s'est passé du côté d'Atos. Il y a une enquête qui a été diffusée chez nos confrères de France Télévisions et qui suscite pas mal de remous. Oui, c'est un sujet qui a créé beaucoup d'inquiétudes parce que Complément d'enquête a fait un reportage chez Atos, donc l'ex-Bull au Clé-sous-Bois, en montrant qu'il y avait eu 7 cas de cancer du cerveau au sein de la société et une dizaine de cas de cancer également autour, sur le bassin de vie autour des Clé-sous-Bois, Villepreux et Plaisir. Et donc du coup, ça crée l'inquiétude chez les habitants et chez les élus. Donc le sujet s'est invité au conseil municipal des Clés-sous-Bois où Nicolas Hu, conseiller municipal de l'opposition de gauche, a demandé la mise en place d'une enquête sanitaire, de mesures sanitaires pour demander que l'ensemble de la ville soit étudiée concernant l'émission d'ondes électromagnétiques. Et du coup, la polémique aussi a touché la ville voisine de Plaisir où l'opposition en a fait de même. Et aussi les représentants de parents d'élèves de l'école Marcel Janté aussi, au nom du principe de précaution, ont demandé à ce qu'une enquête soit faite parce qu'ils ont des antennes relais qui sont à moins de 50 mètres de l'école. Et donc, du coup, ils sont très inquiets de la situation et ils aimeraient que les antennes soient retirées ou du moins éloignées. Et que ça fasse un peu comme, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2003, il y avait eu ce cas qui avait fait jurisprudence, dont on avait beaucoup parlé, c'était l'antenne relais qui était au-dessus de l'école Ernest Bizet à Saint-Cyr-l'École. Oui, tout à fait. Et sous la pression médiatique, les antennes Orange et SFR avaient fini par être démontées. Il y a eu effectivement des cas également de cancer qui touchaient des enfants aussi sur cette école. C'est pour ça qu'il y avait eu cette affaire à cette époque. Donc sujet, reportage à suivre bientôt dans vos colonnes. J'en profite pour montrer les unes des nouvelles éditions Versailles, édition Rambouillet de cette semaine. Il est bien sûr question des commerçants, des enjeux de cette période réduite autour de Noël sur le plan des affaires. Nous en avons parlé déjà tout à l'heure dans cette émission. Le 3 décembre, c'était la journée internationale des personnes en situation de handicap. Nouradine, c'est une semaine complète que vous allez y consacrer sur votre antenne. Oui, effectivement, Wilfried, on va essayer de donner la parole à plusieurs associations saint-quentinoises. Vous les connaissez, plus ou moins. Il y aura notamment Vivre Debout, par exemple, qui est basé à Elancourt. Et pour essayer de les faire témoigner notamment sur la façon dont ils ont vécu le confinement, les 2 confinements, qui a été très compliqué pour les personnes en situation de handicap, et puis voir les perspectives aussi pour les semaines, les mois à venir. Et puis un tout autre sujet qui sera abordé sur TV78 cette fois-ci. Dans les prochains jours, le passage devant la justice de l'ancien préfet Serge Morvan en poste de 2015 à 2018. Il est soupçonné durant cette période de détournement de fonds publics, de réalisation de faux documents. Tout cela pour une affaire de cœur avec sa maîtresse. Audience fixée le 7 décembre au Palais de justice de Versailles. Audience qui devrait être rapide puisqu'il a plaidé, en tout cas, coupable sur certains des aspects du dossier. Voilà, il faudra suivre ce sujet sur notre antenne et puis j'imagine aussi chez nos confrères. Je profite de la présence de Mickaël pour TV78 qui s'occupe du sport pour vous demander un petit mot des sujets importants, dossiers que vous allez traiter dans les prochains jours. Le Vendée Globe, forcément, sur le sport. Le Vendée Globe pour le sport, vous parlez, le sport, parce que je ne fais pas que du sport. Vous vous occupez du secteur sport, non? Oui, je m'occupe du secteur sport. On va sûrement parler notamment de la reprise dans certains clubs du sport, sans contact pour l'instant, mais dans les prochaines semaines, il y aura du contact. On va parler également, je vais faire un portrait sur Manon Djidali, qui est une golfeuse professionnelle qui vient de terminer sa saison et qui s'entraîne au golf de la Boulie. Je vais également avoir une interview avec Antoine Guibaudot qui s'entraîne à Feucherolles. C'est du tennis cette fois-ci. Il a participé à Roland-Garros chez les juniors et c'est un grand espoir du tennis mondial même. Il a pour l'instant 15 ans. Il mesure 1m80, donc une future pépite également. Ce sera à suivre dans le journal au quotidien, 18h, du lundi au vendredi sur TV78. Également dans Si on parlait sport, ça c'est tous les 15 jours, le mercredi pour la première diffusion. Et puis à partir du mois de janvier, retour progressif du 7-8 sport, rendez-vous hebdomadaire le lundi, pour l'instant suspendu, forcément en raison de la suspension des différents championnats. On est dans les starting blocks, en tout cas. En tout cas, on est prêt à repartir. Nouradine, vous voulez dire un mot ?
Oui, je vous ai entendu, je ne sais pas, avec une petite touche d'ironie, cher Wilfried, en parlant de Serge Morvan, dire tout ça pour j'ai pas dit tout ça. L'histoire d'amour. Si, j'ai dit tout ça, c'est vrai. Bah, il y avait peut-être une pointe d'ironie, vous savez, vous êtes un grand amoureux, certainement, Wilfried. Vous savez ce qu'on peut faire par amour comme bêtise, malheureusement. Donc, voilà. Vous voulez nous avouer quelque chose, Nouradine, un petit détournement de fond? Non, pas à Marmite. Pas pour... Quand même pas. Vous savez, détourner les fonds d'une marmite, voilà, il n'y a rien à craindre. Oui, c'est vrai. Et on sait le travail que vous devez faire au quotidien. On rappelle que c'est une structure associative, aussi avec des moyens forcément qui sont limités pour suivre l'actualité du bassin. Nicolas Kirillovitz pour Radio Sensation, vous allez recevoir le président de Saint-Quentin en Yvelines prochainement. Oui, on va le recevoir dès ce dimanche pour notre émission hebdomadaire, l'Hebdo Politique. Jean-Michel Fourgous, le président de l'agglomération et maire d'Elancourt. Et évidemment, avec lui, on va parler de cette crise qui impacte les finances. On sait que c'est un grand défenseur de l'attractivité économique. On va essayer de savoir avec lui jusqu'à quel point jusqu'à quel point ce confinement a impacté l'attractivité économique de l'agglomération. Et il va notamment nous donner un chiffre, c'est que pour l'instant, il estime que 20 millions d'euros, c'est le coût de la crise pour l'agglomération, pour les finances de l'agglomération aujourd'hui, et que plus ça va durer, plus ce coût va augmenter. Il faudra voir ensuite l'impact que ça peut avoir sur la politique qui est menée, sur les secteurs, sur des réductions éventuellement aussi budgétaires. Il y a beaucoup d'enjeux derrière tout ça et ce sera forcément et malheureusement ce qui fera l'actualité sur 2021. Et c'est dimanche à 19h, je n'ai pas précisé, mais du coup la diffusion c'est dimanche à 19h sur Radio Sensation. Ce dimanche à 19h et puis sur la chaîne YouTube aussi de Radio Sensation, vous pouvez retrouver non seulement cette intervention-là et puis toutes les autres dont nous avons diffusé des extraits au cours du Club de la Presse. Merci Nicolas, merci Alexandre aussi pour le 78actu.fr et les nouvelles. Merci Nouradine d'avoir participé également pour Marmite. Merci à Mickaël pour TV78. Merci. Et puis merci à vous de nous avoir suivis, aussi bien sur TV78 que sur Radio Sensation. On se retrouve en janvier. D'ici là, passez de bonnes fêtes de fin d'année, sans oublier de vous protéger, de protéger les autres aussi. C'est important. À bientôt.